Salut à tous, épisode 21 avec désormais Quickstep Alpha Vinyl. Dans cette vidéo, on va s'occuper du mois de mars avec donc Paris-Nice, Tirreno, et puis on ira jusqu'à Gand-Wevelgem pour l'instant ne disant rien du Tour de Catalogne où une jolie opposition va se dérouler, mais ça je vous le montrerai dans la vidéo suivante. Donc, sur les objectifs, amusant de voir que je n'ai rien touché aux objectifs. Pour une fois, je n'ai rien eu besoin de toucher sur cette saison-là. Donc, ça s'est paramétré de manière relativement optimale. Alors que on sait qu'il y a une part d'aléatoire là-dedans. Allez, c'est parti. Paris-Nice. Donc, normalement, Paris-Nice, champ de bataille pour Almeida, soutenu par Van Sevenant Pouls Cataneo. Alors que, évidemment, l'association Stibar, Jacobsen, voilà, va être chargé de peut-être essayer de chasser un sprint, quoi. Hein. C'est un peu le leitmotiv, hein, essayer de toujours prendre une étape au sprint. Pour moi, avec cette équipe-là, vous voyez qu'en fait, ça va pas être le cas. C'est un Arnaud Démare de gala qui va s'imposer sur la première étape. On n'a pas réussi à s'organiser et on s'est fait prendre, je dirais, avant le dernier virage. Et après, si tu n'étais pas dans les 3 premiers au dernier virage sur cette étape-là, c'était un petit peu délicat de faire face. Surtout à un excellent Arnaud Démare, hein, depuis le début de saison. J'ai remarqué sur la simulation qu'il avait gagné pas mal de courses. Et puis, et ça s'est là encore vérifié, vous allez voir, sur ce Paris-Nice où il prend déjà une étape. Deuxième étape, on se dit qu'on va se faire emmener de manière un petit peu plus propre notamment il y a Florian Sénéchal, hein, également, qui est capable de nous mettre sur orbite. Et regardez, là, on pense peut-être avoir gagné. Oui, ça va être un doublé. J'ai eu peur jusqu'au dernier moment. Hein. C'est Sénéchal, en fait, qui va s'imposer, le poisson pilote qui dépasse son sprinter. Bon, on a notre victoire d'étape sur ce Paris-Nice. Déjà, le contrat est déjà partiellement rempli. Après, il va falloir s'occuper évidemment du général pour Almeida, mais peut-être qu'il est capable de s'en occuper tout seul, puisque ça va commencer après à l'étape 4 par un contre-la-montre individuel. En attendant, là encore, sur l'étape 3, l'arrivée semble promise au sprinter. Donc on va regarder ça. Mathieu Van Der Poel, magnifiquement emmené par un équipier qui va comme ça s'imposer. Regardez, il n'y a pas vraiment de doute, même si Arnaud Démare, ici en jaune, semblait vouloir revenir. Pas du tout. C'est bel et bien Van Der Poel qui s'impose ici. Phil Bauhaus et Simone Consoni qui viennent compléter le podium, reléguant les Nitz, Solo Démare ou Jacobsen au-delà de la 3e place. Bref, c'est Van Der Poel du coup qui, par le jeu des bonifications, s'impose et prend le classement général. Bon, alors maintenant, on va avoir enfin quelque chose de significatif au niveau du classement général sur ce contre-la-montre. Contre-la-montre assez agréable à jouer, je tiens à le dire. Je rappelle que donc sur PCM 2021, si tu te mets à 85 d'efforts perpétuels, hein, d'efforts, je ne sais plus le nom qu'il donne, mais voilà, tu ne consommes rien. Donc en fait, tout se joue sur la petite différence au-dessus de 85 qu'on va essayer de mettre. On a eu un Cataneo honorable et on va avoir Wout Poels qui va prendre provisoirement le meilleur temps de l'étape. Donc ça a permis de reconnaître le parcours avant d'envoyer Jean Almeida. Très très fort Jean Almeida, je pense. Il a les notes qu'il faut pour aller performer comme ça sur un Paris-Nice de ce style-là. Au niveau des favoris, on va bientôt les voir apparaître, hein, puisque à l'issue de cette étape-là, déjà, on aura un meilleur aperçu des forces en présence pour le général de ce Paris-Nice-là. Mais je tiens juste à préciser que Pogačar ou Roglic, par exemple, sont sur le Tirreno. Donc Almeida ne va pas croiser la route des tout meilleurs, ni Bernal d'ailleurs.
Almeida ne croisera pas leur route sur le Paris-Nice, mais justement ce sera l'objet d'une dizaine de minutes que je développerai dans la vidéo suivante, puisque sur Catalogne, par contre, en Catalogne, on aura cette opposition Almeida, Roglic, Pogačar, Bernal. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Ici, Almeida, vous voyez, a affaire à Geraint Thomas. On a comme ça Pello Bilbao, qu'on peut citer parmi les coureurs relativement dangereux. Puis vous allez voir, on va en avoir d'autres qui vont apparaître au fil du temps. David Gaudu notamment est bien présent sur ce Paris-Nice et il est plutôt en forme. Donc victoire d'étape pour Joan Almeida, ça c'est très bon pour le moral d'arriver à prendre comme ça un contre-la-montre individuel sur ce Paris-Nice. Et ensuite, deuxième partie du Paris-Nice, évidemment, ce sont des étapes qui sont, bon, celle-ci peut-être pour un sprinter, mais globalement un petit peu plus accidentées que les 3 premières n'ont pu l'être, évidemment. Et qui va s'imposer? Regardez, le maillot vert, c'est-à-dire Arnaud Démare. Voilà, donc deuxième victoire déjà pour Arnaud Démare, qui est vraiment très très fort, encore une fois, sur ce début de saison au sens large. Attention, ça peut être un vrai danger pour certaines courses à venir, comme peut-être Milan-San Remo ou Gand-Wevelgem, si son état de forme se prolonge. Et ça a l'air d'être le cas. Et puis là, voilà, donc après cette 5e étape au sprint, on va développer davantage les étapes 6, 7 et 8, puisque pour celle-ci, on a un petit peu plus de bataille, et ça ne se joue pas à la toute fin sur un sprint, quoi qu'il arrive. Et donc, celle-ci est vraiment intéressante, hein. On se souvient peut-être dans la réalité, c'était 2020, je crois. C'était 2020, où on a sur cette étape-là, à un moment donné, Tish Benoît qui part, hein, et pour une magnifique victoire d'étape à Apt, ou alors c'est ma mémoire qui me fait défaut. je ne pense pas me tromper. Van Sevenant, Pouls, Almeida au travail. Surtout Van Sevenant, hein, à ce moment-là. Cataneo est déjà cramé. Stibar, Sénéchal et Jacobsen ont été décramponnés depuis longtemps. Cette étape est assez, on va dire, propice aux éliminations de coureurs, d'équipiers, en fait. Et là, on va essayer d'accélérer en cette fin d'étape avec Wout Poels pour essayer de mettre sur orbite Joan Almeida. On voit ici Mark Hirschi derrière, avec aussi McNulty, les deux UAE qui sont en poursuite. Allez, il faut tenir bon le coup. Regardez, en fait, Van Der Poel aussi va se réveiller. Et ça va pas être une très bonne opération pour Joan Almeida, parce que quand tu commences à avoir tout le monde qui s'excite derrière, et tant mieux d'ailleurs, hein, il est bien délicat, voilà, de s'en tirer et de conserver son avance. Pourtant, on est sur du bon Almeida à plus 3, gros efforts, mais regardez qui est-ce qui reprend Almeida. Et oui, au dernier intermédiaire, ça c'était un sprint intermédiaire, c'est Van Der Poel. Il est calé solidement dans la roue, Gaudu également. Ça va se jouer entre ces 3 hommes. Et qui, à ce moment-là, peut s'opposer à la victoire de Van Der Poel? Donc, énorme impression laissée par Van Der Poel sur ce coup-là, parce qu'avec des notes, je crois que la note de montagne, mais elle n'intervient pas ici, est inférieure à 70. La note de vallon, c'est plus sur celle-ci qu'on va se baser, ainsi que sur la note de descente, et puis les caractéristiques physiques. On fait que Van Der Poel n'est absolument pas décramponné dans cette situation-là et s'impose. Vous voyez le leader ici d'Ineos, Grenadier, c'est Carapace. Donc je l'ai dit juste avant, Bernal sera sur Tirreno juste après. Et par contre, le général, oui, c'est vrai que là, il y a du ménage qui a été fait entre l'étape 4 et l'étape 6. Joan Almeida a une vraie avance et semble idéalement placé. Attention quand même au coup de Trafalgar, on ne sait jamais, sur l'étape 7, sachant que la 8, on devrait être en mesure de la contrôler, mais sur la 7, c'est une arrivée au sommet, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Un énorme Carapace
ou peut-être un incident de course ne pourrait-il pas nous décramponner et nous faire très mal au classement. On va voir tout ça donc sur cette montée de la Colmiane, qui est l'espèce de couronnement de ce Paris-Nice pour ce qui est des ascensions. Arriver au sommet, c'est la seule. Donc nous, on va travailler de manière calme et organisée. Vous voyez qu'on a déjà consommé certains équipiers dans ce qui précède pour pouvoir maintenir un écart relativement correct vis-à-vis des échappés. Et puis ensuite, c'est Ineos Grenadier Allez qui va comme ça prendre le peloton en charge et surtout imprimer un rythme assez fort. On s'en doute bien, quand tu en vois 4 ou 5 qui sont à l'avant, on se dit bien que ça va sauter. Voilà, on passe en quelques kilomètres à un petit peu moins d'une quarantaine de coureurs, et ce n'est pas fini. Il va y avoir encore une fois une stratégie d'élimination de la part d'Ineos, très logique. Tiens, à un moment donné, il temporise le coureur chargé d'imprimer le train, et du coup, ça en profite pour sortir. C'était Landa et David Gaudu qui sortent. Van der Poel est encore là. Pour ça, tout à l'heure, quand je vous disais résistance exceptionnelle de Van der Poel, franchement, jusqu'à 6 km du sommet, il est encore présent. Bon, après, je vous avoue, il saute quelque part, heureusement, parce que sinon, on comprend plus rien. C'est pour la logique du truc. Et là, par contre, Almeida se retrouve un petit peu en chasse de Carapace. Il n'a évidemment plus Wout Poels. C'est normal. Wout Poels a déjà énormément travaillé. Allez, on va essayer de reprendre à Carapace. Peut-être essayer de se cramponner à Carapace qui, voilà, au moment de la jonction, réaccélère. Et là, on l'a compris, il sera très délicat de reprendre Richard Carapace. Et donc, Carapace s'envole vers la victoire de prestige sur ce Paris-Nice. Arrivé au sommet, la Colmiane. Très très jolie victoire donc pour Carapace. Largement méritée d'ailleurs au vu de l'étape. Deuxième place, histoire de solidifier le classement général pour Almeida. Gaudu, le troisième homme fort, et derrière Mas, Guillaume Martin, Mikel Landa ou bien même McNulty et George Bennett ou Timmins Arensman ne peuvent que ramasser les miettes. Voilà, ça s'est joué. C'est bon. L'étape 8 sera pour le plaisir, parce que là, on a vraiment un classement général qui est tout à fait établi. Alors donc, il va apparaître, oui, il y a eu de gros écarts sur cette étape-là, de très gros écarts. Voilà, il y a quarantaine de secondes, je pense qu'il faut être assez mauvais pour arriver à les perdre sur Carapace sur une étape 8, ou alors excessivement malchanceux, c'est au choix. Donc, il n'y a plus vraiment de suspense. Par contre, nous, on peut essayer de peut-être s'appliquer. C'est une étape très très courte, et donc d'ailleurs je crois qu'elle n'a, rappelez-le moi, mais jamais eu lieu dans la réalité, celle-là, puisqu'en 2020 l'étape 8 de Paris-Nice est annulée, et le couronnement ainsi que le classement général se sont faits à l'étape 7 au sommet de la Colmiane. Il n'y aura jamais d'étape 8 cette année-là. Décidément, les étapes 8 depuis quelques années sur Paris-Nice en 2020-2021 ont été bien mouvementées, voire supprimées tout bonnement. On se souvient aussi de 2021 où Roglic vit un véritable enfer, avec un changement de parcours presque au dernier moment, où finalement on ne fait pas l'étape qui était prévue, on l'a raccourci. Malchance totale pour Roglic. Et puis la suite, vous la connaissez, c'est Sharman qui fait coup double. Eh bien ici, j'ai tenté ma chance avec Stibi. Je me suis dit qu'en fait, en ce début de saison, il aurait pu être vachement sympathique d'offrir quelque chose à Stibar, mais ce n'est absolument pas possible vu le plateau de coureurs qui s'y opposent. Du coup, on essaye de contre-attaquer, profiter un petit peu de cette offensive avec Alexis Villermoz, etc. pour nous y mettre Mauri Van Sevenant. Ça peut être intéressant, mais regardez, après, ça va être un regroupement dans la descente. Bon, alors dans ce cas-là, on va essayer autrement. On va essayer notamment de fatiguer un bon nombre d'équipiers parmi ceux qui sont encore présents,
Et Dieu sait s'il y en a, peloton pas encore... Après, il y a un tas de mecs fatigués, hein. Faut pas se leurrer, hein. On n'est pas très très loin de l'explosion, hein, à ce moment-là pour une centaine de coureurs, hein, quasiment. Mais faut-il encore la provoquer? Et puis je me dis, allez tiens, si on tentait notre chance avec Van Sevenant, il a un petit 71 de descente qui laisse la possibilité, non pas de tout éclater, mais peut-être de faire quelque chose. Bon, pas du tout, on est repris. On est repris parce que derrière, ça travaille admirablement bien, hein. Et bon, ben, on a quand même un peu envie de s'amuser sur cette étape 8, hein, étant donné que les choses sont plus ou moins décidées. Et donc, on va essayer de muscler tout ça. Objectif, essayer d'aller chercher une 3e victoire d'étape sur ce Paris-Nice. Ce serait pas mal. Et Pouls est envoyé au feu, regardez ça. Très très solide, Wout Pouls, hein. Je ne regrette absolument pas son recrutement. Il apporte exactement le soutien que je voulais à quelqu'un comme Almeida. Donc c'est pas mal du tout pour Wout Pouls. Derrière, offensive lancée pour le maillot jaune qui essaye au panache d'aller chercher une étape. Vous voyez, c'est délicat. On n'arrive toujours pas à faire de diff. À chaque fois, il y a comme ça les coureurs qui vont faire les efforts nécessaires pour ramener les autres. Pouls accélère avec Tige Benoot. Tige Benoot, yes. Il est là, le Belge. Toujours chez DSM dans la partie, évidemment. Le transfert chez Jumbo-Visma n'a pas eu lieu. Ce n'était pas le choix de l'ordi aléatoire. Et voilà, allez, on va essayer ici de suivre Benoot avec Pouls. Et d'ailleurs, ils ne sont plus seuls, apparemment. Ils ont été rejoints. Il y a quelques coureurs avec eux, dont d'ailleurs Mauri Van Sevenant, et faire un effort maximal avec Almeida pour essayer, je vous dis, au panache dans cette descente, de sinon maintenir l'écart, au moins décourager les poursuivants, les faire travailler d'ailleurs. Et Van Sevenant, à un moment donné, a lâché. Par contre, Pouls s'accroche dans ce groupe de contre-attaquants. Ouais, Almeida va être repris. Très malheureusement, donc on va faire sprinter Pouls. Allez, George Bennett, Tige Benoot, ou bien Wout Pouls. Voilà, donc très jolie victoire qui vient d'ailleurs couronner un très joli Paris-Nice de Wout Pouls. Il aura été le lieutenant principal d'Almeida et il aura totalement déjà justifié son transfert avec un salaire en plus qui n'était pas exorbitant. Autant que je me souvienne, on était dans les 30 000 à peu près de salaire mensuel, 30 000 euros, tout à fait acceptable pour un budget comme celui de cette équipe. Voilà, on voit ici que Benoot ne parvient pas sur la fin à garder l'avantage sur Pouls, et donc c'est une victoire pour le Néerlandais. Et au classement général, évidemment, Almeida conserve avec près d'1 minute d'écart sur Carapace, 2 sur Gaudu, 2,30 sur Brendan McNulty. Allez, on bascule maintenant du côté de Tirreno. Sur Tirreno Adriatico, là, le projet n'était pas le même. C'était vraiment d'essayer de soutenir pour le général Evenepoel avec une équipe tout de même un petit peu armée, et notamment pour ce contre-la-montre de départ, ce contre-la-montre par équipe. Pour ça que Alaphilippe, Sobrero, Lampart, Asgreen, Masnada même, voilà, essentiellement que des coureurs en fait, mis à part Ballerini, qui sont pas mauvais dans l'exercice, avec toujours ce petit jeu d'ajustement de la longueur des relais au tout début. Alors, rien ne m'a déjà vraiment prouvé qu'il était meilleur, par exemple, de faire, vous voyez, ce type de répartition. Alors, ça va être quand même en fonction, là, le 15 secondes, 18 secondes, 5 secondes, etc., jusqu'à 20 secondes pour Evenepoel. Rien ne m'a vraiment prouvé cette année que c'était le meilleur choix de faire quelque chose qui est au prorata de la valeur intrinsèque, et en tenant compte également de la forme du jour de chaque coureur pour établir cette répartition-là. Est-ce qu'il vaut mieux de longs relais comme ça, ou est-ce qu'il faut peut-être fractionner un petit peu plus?
Et en fait, j'ai eu un peu de tendance à avoir l'impression, c'est compliqué comme sujet, c'est pas évident, vous pouvez jamais vous amuser à le recommencer 10 fois, parce que grosso modo, vous aurez jamais les mêmes formes aléatoires. Et donc ça, ouais, ça empêche de tirer vraiment toutes les conclusions qu'on aimerait tirer sur qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que c'est par exemple de faire ce que j'ai fait là, ou est-ce que c'est d'avoir, je dirais, la moitié du temps de tous ces relais là pour finalement une meilleure efficacité, un relayeur qui change plus souvent, etc. Moi, j'ai un petit peu l'impression que c'est plus la première version qui est la bonne. Ça n'a pas suffi à battre le team Jumbo-Visma qui nous met 15 secondes dans la vue, mais ça, à la limite, c'est anecdotique. Mais c'est surtout que... moi, je reconnais une vraie qualité au jeu sur cette version 2021. Et au niveau des contre-la-montre par équipe, c'est que finalement, ça nous oblige à nous creuser la tête. Et il n'y a aucune situation qu'on peut considérer comme acquise par rapport à ça. Donc voilà, je préfère le voir de cette façon-là, en me disant c'est cool, ça me fait réfléchir à chaque fois, et il n'y a rien d'évident. Donc l'étape ici va se jouer dans un final qui est quand même un petit peu accidenté, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On est armé pour cela, mais ne pas oublier que Remco doit être le leader sur ce Tirreno Adriatico. Donc, on ne peut pas tout jouer comme on le ferait spontanément pour Julien Alaphilippe sur un tel parcours. On voit que Jumbo-Visma, je n'en ai pas encore parlé, mais est venu en relativement grande force, puisque Van Aert est là pour soutenir Roglic. Donc ça, déjà, c'est une information. Sur le contre-la-montre par équipe inaugural, Bernal a perdu un peu de temps, mais surtout celui qui a beaucoup perdu de temps dans les grands favoris pour le général, c'est évidemment Tadej Pogačar. Et regardez, sur cette fin d'étape, qui est-ce qui ose y aller? Ni plus ni moins que Primož Roglic, qui attaque de relativement loin. Donc là, il faut essayer de s'accrocher. On fait travailler, à la limite, le plus tard possible, on le reprend, le mieux c'est, dans une certaine limite quand même, mais mieux vaut le laisser en fait s'épuiser pour ensuite peut-être le déposer, à voir si c'est faisable. Et regardez, on va y arriver tout doucement, travail conjugué des uns et des autres, notamment Asgreen, Masnada ensuite, Evenepoel et Alaphilippe qui vont sprinter. Je pense que c'est le moment ou jamais d'en mettre une belle. Et qui va s'imposer ici? Regardez, au nez et à la barbe de Julien Alaphilippe, c'est Thomas Pidcock qui finalement emporte la mise ici, avec tout de même un Roglic qui aura résisté jusqu'à la fin, Van Aert qui n'aura pas été décramponné. On regardera également Tobias Foss qui n'a pas lâché. Donc nous avons encore 3 Jumbo-Visma en face, et une étape tout de même assez sympa à jouer, avec comme ça cette jolie victoire pour Pidcock à la fin. Et Pogačar déjà placé. Il y a du monde, hein. Il y a vraiment du monde sur ce Tirreno. La densité de très bons coureurs est plus forte que sur le Paris-Nice qu'on a vu juste avant. Donc très très intéressant d'avoir affaire à un tel plateau. L'étape 3, peut-être qu'on ne va pas en faire toute une messe, parce que c'est une étape relativement promise aux sprinters. On sait très bien, sur une étape 3 de Tirreno sur PCM, rien ne va échapper aux sprinters sur ce coup-là. C'est à peu près établi. Donc après, reste à préparer ce sprint. Nous avons normalement ici un train, Asgreen, Lampart, et je demande à Alaphilippe de faire le poisson pilote. Ça vaut ce que ça vaut. Sur le Tour de France, par exemple, je ne ferai pas la même chose. Ce serait plutôt peut-être quelqu'un comme Stybar s'il est présent, ou
Lampart, mais on ne demanderait pas à Alaphilippe de s'en mêler. Et puis en plus ici, vous voyez, ça a complètement dysfonctionné sur ce sprint-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ballerini, je m'en suis aperçu à 3 bornes de l'arrivée, c'était trop tard. Ballerini était pas du tout dans la roue en fait d'Alaphilippe. Ça, c'est les choses qui arrivent parfois. Vous avez votre sprinter qui va comme ça finalement sortir de la roue de celui qui doit être son lanceur final. Et bon, il n'y a pas grand chose à faire. On peut se rassurer en se disant que parfois dans le cyclisme, ça arrive également. Non, mais c'est vrai, on a tous vu, tiens, récemment sur le Giro, je sais plus pour qui il jouait, je crois que c'était pour c'était pour Mareczko. Donc c'était Van Der Poel qui à un moment donné, sur une des toutes premières étapes, s'aperçoit que Mareczko n'a plus gardé sa roue en fait, et du coup se relève, et donc finalement arrête son effort alors qu'il avait décidé de travailler pour emmener Mareczko, d'ailleurs il l'avait annoncé à l'avance. Voilà, donc ça arrive, le sprinter finalement n'arrive pas à garder la roue de son lanceur, et patatras, c'est ce qui nous est donc bien arrivé sur ce coup-là. On a peut-être une deuxième chance sur cette étape 4, on a une deuxième chance pour essayer de mener un sprint à son terme, à condition que les difficultés ici dans le final, là les trois difficultés qu'on peut bien apercevoir, ne débouchent pas sur un écrémage qui élimine quelqu'un comme Ballerini. Donc a priori, regardez, ce sera pas le cas. On va garder Ballerini dans notre roue. Voilà, on va même fournir un vrai effort sur la toute fin, à l'image ici de Masnada, puis Casper Asgreen, Julien Alaphilippe. On va demander aussi à Remco de bosser à un moment donné pour mettre Ballerini vraiment dans les meilleures conditions. Allez, ici, on fait encore l'effort. Vous voyez, on n'hésite pas à vider un petit peu les barres, mais il reste 14 km. Donc, Ballerini reprendra de la barre ici, il n'y a pas de problème, il y a une descente en plus. Et surtout, on a réussi à beaucoup écrémer le peloton des favoris. Et dans les tout derniers kilomètres, Alaphilippe, regardez, Ballerini, à un moment donné, a encore une fois lâché cette roue. Ce qui me fait me dire une chose, allez, cela dit, c'est possible encore. Voilà, allez, ça va le faire. Eh bien non, regardez qui a surgi. L'ami Wout Van Aert. Donc là, c'était spectaculaire. C'était hyper spectaculaire. Van Aert qui débouche comme ça, mais comme une Formule 1. Vraiment, alors que la victoire semblait quasiment promise à Davide Ballerini. Eh ben non, le plan n'était pas si bon que ça. Et là, à ce moment-là, je me dis, ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'est une erreur stratégique de ma part. C'est-à-dire que Alaphilippe, avec cette forte accélération, n'aurait-il pas tendance à bouffer de la barre rouge à Ballerini pour simplement le suivre? Vous voyez, l'hypothèse que je fais, c'est celle-là. D'où l'idée, en fait, de ce que je disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, où je parlais du train qui était censé lancer Ballerini. En fait, c'est un mauvais choix de mettre Alaphilippe. Déjà, c'est pas un choix très réaliste, parce qu'on a vu que Julien Alaphilippe, quand il se mêle à ces choses-là, est souvent plutôt impliqué en avant-dernier ou en avant-avant-dernier collaborateur, on va dire, du sprinter, en tout cas dans la réalité. Et donc déjà, ça choque toujours quand on fait quelque chose qui n'est pas très souvent observé dans la vraie vie. Et en plus, on se dit, ouais, mais si en plus c'est pour se donner des chances en moins pour le sprinter de s'imposer, c'est vraiment une tactique perdante. Donc, à confirmer. Après, le phénomène Wout Van Aert n'est pas non plus anodin. C'est peut-être le seul qui était capable ici, alors qu'on voit la malchance absolue de Fausto Masnada sur cette étape, qui quand même trouve le moyen de chuter 2 fois. Wout Van Aert n'est peut-être pas non plus n'importe qui, et se faire taper de cette manière-là, il n'y a presque que lui qui peut nous le faire, ou alors, évidemment, son
son meilleur ennemi, Van Der Poel, hein, pour faire des trucs pareils. Donc, ouais, soit il faut relativiser ce type de défaite, soit il faut se poser les vraies questions. Donc, voilà où en est ma réflexion, comme ça je vous l'ai dit. Allez, on est maintenant sur l'étape reine de ce Tirreno Adriatico, avec cette arrivée au sommet. Donc, toute la question va être de savoir si Remco Evenepoel va être au niveau. Il accuse un vrai différentiel de note de montagne, hein, par rapport à ses concurrents directs, hein. On rappelle qu'on attend ici plutôt Roglic, Bernal ou Pogacar. Donc, est-ce que le 77 en montagne va être rédhibitoire ou est-ce que ça peut encore le faire? Surtout qu'on a hérité d'une magnifique forme du jour, hein. Tiens, Lopez est aperçu, Schachmann est dans les parages et on commence à se protéger. Alors, toujours une petite protection à plusieurs niveaux, hein, avec Alaphilippe qui est lui-même protégé, Remco qui l'est, puis quand ça commence à lâcher, et bien ensuite, ce sera Alaphilippe qui sera chargé peut-être de se sacrifier. On va voir un petit peu quelle tournure ça prend, mais on va demander ici à Julien Alaphilippe un effort curseur d'emmener Remco, Schachmann a tenté une offensive, et c'est parti. Ici, je lance d'un petit peu loin, je pense. Je pense que c'est lancé de peut-être un petit peu loin. En même temps, Roglic me semblait peut-être le plus fort, parce que si on ne lançait pas, de toute manière, sur la barre jaune, oui, on aurait peut-être pu maintenir un certain effort, mais il me semble qu'on était inférieur quoi qu'il arrive. Donc, dans cette toute fin d'étape, de petits regrets, et en même temps, est-ce qu'il y a vraiment à avoir des regrets d'être battu par tout ce petit monde-là? Je finis par ne plus vraiment le savoir. Donc, bon, voilà. Toujours des interrogations, en fait, hein, dans ce genre de cas. Est-ce que tu pouvais faire mieux? Est-ce que tu pouvais pas faire mieux? En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur l'étape qui suit, on sait exactement ce qu'on a à faire. Emmener un sprint pour Ballerini, puisque ça a déjà échoué. Alors, il faut essayer de s'appliquer. C'est ce qu'on va faire. Le final, vous voyez, est un petit peu défavorable à Ballerini. Bon, il y a des petites offensives là qui sont lancées par certains coureurs, à moins qu'il ne s'agisse du résidu de l'échappée à ce stade-là, autant pour moi. Voilà, donc on va rouler comme d'habitude. On a une immense force avec cette équipe, c'est qu'on est capable de faire travailler certains coureurs qui sont de grande qualité. Voilà, donc on est quand même excessivement bien lotis. Encore 6 km et on va essayer de s'emmener proprement. Alors là, j'ai choisi, vous voyez, de ne pas mettre Alaphilippe en avant-dernier coureur, parce que je suis échaudé par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Donc voilà, on demandait à Alaphilippe de faire du curseur, et puis après on le rabat dans une roue tout de même, hein, on va pas sacrifier son classement général. Et puis ensuite c'est à Lampart d'essayer de mettre Ballerini dans les meilleures conditions. Regardez-moi ça. Ça n'a pas marché. Alors là, est-ce qu'on peut attribuer ça? C'est Groenewegen qui s'impose ici, décidément. Jumbo-Visma nous fait du mal. Je vous avoue que sur ce terrain-là, après ce durcissement de course-là, ça me fait un peu mal de voir Groenewegen. À la limite, j'aurais plus conçu me faire battre par Van Aert. Ouais, ça va. Groenewegen, je l'ai mauvaise. Mais ça, c'est encore un petit truc typiquement pour Cycling Manager, où depuis quelques saisons, on a des sprinters qu'on pourrait nous qualifier dans la réalité de sprinters qui ne tiennent pas face à certaines difficultés. Hein, vous avez le monde des sprinters qui se divise en deux. Vous avez les gars qui passent les bosses et qui sont capables tout de même d'aller gagner des sprints. Et puis vous avez ceux qui se font éliminer. Peut-être que
à l'image de quelqu'un comme Cavendish, là, comme ça, sur sa fin de carrière. Dès qu'il y a trop de difficultés dans l'étape, le mec se relève, c'est pas possible, il ne passera pas. Et puis, à contrario, quelqu'un qu'on pourrait identifier depuis des années comme étant l'archétype du sprinter qui gagne malgré les bosses, outre Van Der Poel ou Van Aert, ce serait Michael Matthews. Hein, donc, bon, on est un petit peu chafouin toujours par ce genre de truc. Le contre-la-montre de l'étape 7 se passe plutôt pas mal. Lampart n'a pas été mauvais. Il faut surtout noter la jolie perf de Masnada. Et puis Asgreen, ici, est pas mal placé pour terminer. Non. Ce sera moins bien que Masnada. Allez, par contre, Remco, là, c'est ton jour, mon grand. Si tu veux gagner ce Tirreno, il faut foutre une grosse quinzaine, une vingtaine de secondes à Roglic. Pas évident, hein, sur aussi peu de kilomètres. Ça va pas être évident. Mais rien n'est perdu avec un Remco à plus 4. On y croit dur comme fer. Puis surtout avec de telles notes. Alors là, je pense que c'est plus la note de prologue, hein, qui importe sur un contre-la-montre comme celui-ci. Note de prologue, puisqu'on est autour des 10 km. Pour moi, donc, c'est intégralement la note de prologue qui est à prendre en considération. Vous voyez que le duel à distance avec Foss, avec Roglic, n'est pas inintéressant. Allez, alors que Van Aert possède déjà le meilleur temps intermédiaire, nous avons un Remco qui a le 3e temps provisoire. Oui, il a fallu switcher, hein, c'est obligatoire, puisque tout se passait en même temps. Alaphilippe est battu. Quid de Roglic? Toute la question est là. Est-ce que Roglic va perdre encore un petit peu de temps? Ça se pourrait, hein, parce que vu l'intermédiaire, ça suffira pas. Ça suffira pas. Remco ne reprendra que une dizaine de secondes environ sur Roglic, qui fait qu'en fait, il était vraiment pas très très loin. Hein. Quid de Foss? Est-ce que Foss, ça va suffire? À voir. Ben non, regardez. On terminera 2e ici de ce Tirreno Adriatico. 2e derrière Roglic. Est-ce qu'il y a vraiment à rougir de ça? Je ne pense pas. Donc, Remco battu par Primož Roglic et quand même Pogačar assez loin. Mais ça, c'est dû au dysfonctionnement du contre-la-montre par équipe sur Pro Cycling Manager. Vous voyez le classement World Tour à ce stade de la saison sur la droite de l'écran. Les premières banderilles ont été placées par certains des tout meilleurs. Et on enchaîne quelques jours plus tard avec le Milan-San Remo. Donc là-dessus, pas de surprise particulière. On a sélectionné une équipe. Regardez, il y a quand même Mikel Honoré et Peter Seri là, qui font leur apparition à la place de quelques autres. J'avais donné à Ballerini un objectif particulier sur ce Milan-San Remo. Je pense qu'il est le seul à avoir l'objectif de Milan-San Remo dans l'équipe. Après, tout va être une affaire d'opportunité. Si on voit que Julien Alaphilippe est en meilleure situation, mais on ne se privera pas pour le faire attaquer. Tout va dépendre en fait des effets de ce que je cherche à faire, c'est-à-dire à durcir. Oh là là, on voit que Mohoric s'est cassé la figure. Ça finira par rentrer, regardez, mais à coup d'efforts très très importants. Vous avez ici des coureurs, ici c'est toute la famille AG2R Citroën qui faisait l'effort pour rentrer. On voyait l'éventail et donc ça nous branche sur quelque chose qui va me tenter, c'est le vent. Ce vent de bord de mer ici, on est sur l'approche, on est sur la Riviera presque encore déjà, hein. On est sur le bord de mer là comme ça italien, cette route pour ceux qui la connaissent. On peut se prendre un fort vent latéral ou alors trois quarts pour ici, et ça donne donc des grosses envies de création de bordure.
Donc ça, c'est un vieux rêve sur Milan-San Remo que la bordure comme ça sur cette partie-là. Alors là, il y a des immeubles à des endroits qui nous abritent, des maisons. C'est bien regrettable. Nous, on préférerait garder ce vent au moment d'entrer dans la Cipressa. Regardez, 17, il a chuté à ce moment-là, mais on ne se prive tout de même pas de faire un effort particulier. Là, c'est Lampard qui a tout donné. Van Sevenant va ensuite prendre le relais. On va demander à ce coureur belge très intéressant, Van Sevenant, de faire l'effort. Et puis après, allez, il va y avoir pas mal de coureurs qui sont déjà éliminés parce qu'on a quand même recueilli les fruits. Vous allez voir, ça va apparaître dans quelques secondes. Voilà, on a recueilli les fruits de nos efforts. On a réussi à éliminer énormément de monde par ce durcissement déjà avant la Cipressa à cause du vent. Et du coup, je me décide à tenter quelque chose que je n'ai pas tenté souvent. Donc on va bien, Ballerini, c'est terminé. Hein. Ballerini, tu te retrouves juste à pouvoir prendre une roue de sprinter là. Hein. Mais avec aussi peu de barres, c'est pas pour Ballerini qu'il faut jouer. Il faut plutôt jouer quelque chose qui a plus de panache. C'est regarder Asgreen à fond. Puis là, on va pas faire monter un train et lâcher à la Philippe au moment de la cabine téléphonique. C'est pas drôle ça. Non, c'est pas drôle. Si on veut vraiment jouer les choses avec panache, c'est quasiment en bas du podio qu'il faut attaquer. Donc, être chose faite, vous allez voir. On va essayer de demander ici, au tournant, à la Philippe, de suivre. Alors vous avez Wellens derrière. Vous avez Arnaud Desmar qui s'accroche, Marc Hirschi. Vous avez comme ça quelques coureurs assez remarquables qui tentent de conserver le contact avec Julien Alaphilippe. Oui, mais cette attaque de loin, bon, il faut être vraiment Alaphilippe pour la placer celle-là. Je pense pas que ça marche avec des milliards de coureurs. Hein. Et bon ben voilà, 13 secondes, 16 secondes, 14 secondes. Ça sent pas mauvais à ce moment-là. Donc énorme durcissement de cette course, suivi d'une attaque, allez on va dire, un petit peu avant la mi-Poggio. Allez derrière. C'est aux abois. Schachmann qui revient. Ouais mais j'en avais gardé. J'en avais gardé sous la pédale. Et finalement, qui va faire 2, 3, 4 Schachmann, mais après c'est totalement irréaliste. Groenewegen, voilà, bien sûr. Alors, ça m'a gavé vraiment. Ça me bénette aussi. Ça m'a gonflé une fois de plus. Groenewegen, dites-moi dans quel monde est-ce que Groenewegen vient comme ça sur ce type de Milan-San Remo là, c'est-à-dire avec un tel durcissement et avec un tel train pour monter le Poggio. Dites-moi dans quel monde est-ce que Groenewegen vient faire 3. Bref, j'ai rien contre lui, hein, c'est vraiment rien. Ça aurait été Caleb Ewan, j'aurais pas dit la même chose. Mais je peux dire la même chose pour Sam Bennett, par exemple. Donc voilà. Toujours pareil, hein. C'est toujours pareil, les sprinters à des moments nous surprennent énormément. Bon, voilà. J'espère qu'un jour on aura une évolution par rapport à ça. Ensuite on passe à Bruges-la-Panne. Voilà. Bruges-la-Panne. C'est marrant ce variant là. On dirait quelque chose qui est tiré tout droit du Tour de Belgique ou d'une course par étape en tout cas qui a lieu en Belgique. Allez, c'est parti. Il va falloir essayer de contrôler. C'est pour ça que vous voyez que je mets tout de suite quelqu'un qui roule. En l'occurrence Tim de Klerk. Parce que je me méfie toujours sur ces courses-là du piège où, vous savez, nous, on est joueurs de PCM, on a souvent envie de faire du x8, hein, jusqu'au moment où les choses vont redevenir intéressantes. Donc voilà, je pense que je suis pas le seul. Et puis, quand on fait du x8, des fois, on contrôle pas trop, et puis on s'aperçoit que, oh zut, il y a 15 minutes pour l'échapper. Qu'est-ce que je fais ? Eh t'assumes, mon grand, hein. T'as voulu faire x8, t'as mis personne à rouler,
Donc bah moi je me méfie de ce genre de truc. Voilà. Je me méfie de ce genre de truc. Sacrifie un ou deux équipiers à faible effort, juste pour maintenir un truc raisonnable. Puis ça me permet comme ça d'avoir le final tout à fait accessible. Regardez, ça va être un train Asgreen, Sénéchal, Jacobsen sur ce coup-là. On va demander à Florian Sénéchal de mettre Jacobsen sur orbite pour essayer d'aller s'imposer. Dernier tournant. On va... Voilà. Attention, hein, ça c'était pas loin de le faire hein, sur la gauche avec Andrea Pasqualone. Hein. Mais voilà. Victoire pour Jacobsen. Enfin, la petite victoire de Fabio Jacobsen. On avait attendu longtemps. Puisque sur le Paris-Nice, ça s'était refusé à nous. Et là, enfin, sur Bruges-la-Panne, on arrive à prendre cette victoire. Puis alors, évidemment, c'est le lancement de la campagne de Flandrienne officielle, même si on avait un petit avant-goût avec le Homeloop, là, un petit peu esselé, fin février. Et puis c'est Strade Bianche, dont on a du mal à dire si ce ne sont pas en fait des Flandriennes du Sud, ou des Flandrio-Ardennaises italiennes, voilà, un truc complètement hybride, mais tellement passionnant. Bon, bah là, on y est vraiment hein, dans le dur. Hein. C'est le GPE3. Et le GP de l'E3, c'est la première fois où on voit les plus forts s'expliquer. Donc très 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 important. Vous avez que Wout van Aert est présent, ainsi que les AG de R Citroën. Là, ils sont là, les Van Avermaet, Oliver Nassen. Donc il y a une vraie adversité. Se méfier. Je précise que Van Der Poel serait probablement là s'il ne s'était pas fracturé je ne sais quoi. C'était, je crois, sur la toute dernière étape de Paris-Nice. À un moment donné, on a Van Der Poel qui a une chute. Et j'ai vu plus tard qu'il avait une commotion ou je ne sais quoi à la tête. Donc il n'y a pas de Van Der Poel ici sur le Grand Prix de l'E3. Et on se retrouve, nous, par contre, à devoir contrôler Stationsberg ici. Puis peut-être que dans le Maria Borostrat, ça va se préciser. Attention ici aux cassures. Toujours essayer de rester placé. Pas être malchanceux non plus. L'option numéro 1 ici s'appelle Casper Asgreen. Clairement. Les options 2 et 3 étant Sénéchal et Lampart, à moins, je vous dis, que quelqu'un comme Ballerini tienne le coup jusqu'au bout et soit capable par contre d'aller prendre le sprint. Alors ici on va dans le Paterberg, puisqu'il y a un enchaînement ici qui est inversé par rapport au Tour des Flandres. Dans le Paterberg, on va faire un gros effort, on reprend l'échappée, vous allez voir que ça va réexploser derrière. On va surtout provoquer quelque chose de douloureux pour quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais c'est un petit peu le jeu. Regardez, qui est-ce qui est bloqué derrière ce petit groupe-là, puisqu'on voit un Van Hooydonk ici à fond les ballons. Ben c'est Wout, hein. Il est là, Wout, hein. Il a donc du chemin à parcourir pour essayer de reprendre, notamment Casper Asgreen. Donc, très intéressant. On voit qu'ici, Van Avermaet notamment et Nassen sont là, et alors que Wout van Aert et Peter Sagan, c'est Peter Sagan dans sa roue là, font un effort assez monstrueux pour essayer de reprendre tout ça. Bah oui, évidemment, nous on roulait, hein, on n'allait pas attendre que Wout revienne gratuitement non plus. Hein, c'était pas vraiment le sens de la course. Hein. Puis là, par contre, on va jouer la chance de Florian Sénéchal. Voilà. Sénéchal aussitôt pris en chasse, comme quoi il leur restait des forces à gaspiller par Van Aert et par Peter Sagan. Donc je dirais que jusque-là, le plan a quasiment fonctionné, jusqu'au moment où, regardez, tout m'échappe. Et voilà, fichu. En fait, Sénéchal, c'était trop présomptueux de faire ça. Et Asgreen se retrouve maintenant à boucher un trou. Quelle horreur. En fait, tel est pris qu'il croyait prendre
C'est assez dingue. Il a fallu vraiment sacrifier pas mal de barres d'Asgreen pour reprendre Wout van Aert. Et là, on en plante une. Allez, on est dingue comme ça. On est complètement dingue. On en replante une. Bon, bah écoutez, derrière, c'est Rideau, hein. Évidemment, Rideau, Asgreen, mais Van Aert a suivi. Derrière, le groupe Sagan Sénéchal est là. Et un très très surprenant De Beust en 3e position. De Beust rentrera-t-il un jour sur les 2 hommes de tête? On n'en sait rien, toujours est-il qu'on se retrouve ici avec plusieurs petits groupes. Et finalement, un petit peu une déception. Vous voyez venir ce que je vais faire, voilà. C'est une déception, mais en même temps, on est là pour gagner, on n'est pas là pour pallier à certaines insuffisances de ce jeu par moment. Après, ça dépend tellement des fois, en fait. On peut avoir des choses tellement différentes. Si on rejoue 10 fois cette course, je pense qu'on a des scénarios qui peuvent vachement varier, mais il y a une chose, à mon avis, qui varie pas, et ça, c'est un petit peu depuis PCM 20, je crois. C'est que souvent, sur les fins de classiques, les plus forts sont épuisés, et finalement, ça termine un peu limite en défaillance générale, ou alors celui qui s'impose souvent dans mes parties, c'est le seul finalement à qui il reste, on va dire, un quart de barre rouge, et puis on la gère jusqu'au bout, et ben contrairement aux autres qui sont en fringale totale, quoi. Donc bon, allez, on va se dire un truc, c'est que ça vient modéliser la dureté extrême de ces courses-là, et le fait que les types terminent complètement lessivés. Après tout, pourquoi pas. Donc Asgreen en solitaire sur le GP de l'E3. Et pour terminer, c'est Gant-Wevelgem que je vous propose. Gant-Wevelgem, en revanche, sur lequel, là, on va se permettre de jouer franco pour Ballerini. Hein. Bien sûr qu'on joue pour Ballerini. Ouais, SDNX Tibard n'est plus sous pic de forme, mais c'est pas grave du tout, il va être précieux. Van Aert est toujours l'adversaire désigné. Attention tout de même aux sprinters de métier et à quelqu'un comme Sagan ou un Trentin qui est drôlement costaud aussi dans ce contexte-là. Donc, bah écoutez, il faut avancer. Hein. Il faut avancer. Nous avons les monts du milieu de course. Voilà, bah seul un placement ici est vraiment vital. Voilà, on reste bien devant. On évite surtout les embouteillages. Et puis sur ce secteur pavé du Kemmelberg, on s'arrange juste pour être à l'avant. Voilà, tout simplement. Par contre, si on fait pas ça, des fois on peut se prendre des cassures qui sont un petit peu embarrassantes en termes d'énergie sacrifiée pour revenir après. Et en l'occurrence, on peut aussi demander à Tim de Klerk de rouler un peu. Ça, c'est faisable. De rouler un peu dans cette petite période intermédiaire où on peut faire mal à certains. Mais moi, je vous rassure, c'est pas toujours franchement payant. Hein. Il sera, quoi qu'il arrive, très très délicat. De toute façon, c'est pas mon projet de gagner en solitaire sur Gant-Wevelgem. On peut le faire. Moi, c'est un peu mon... Si vous me passez l'expression, c'est un peu mon kiff sur une classique d'arriver à gagner en solitaire. Voilà, j'estime que la victoire en solitaire est souvent la plus belle. Mais sur une course comme Gant-Wevelgem, si on prend les choses à l'envers, on se dit est-ce que Gant-Wevelgem se gagne souvent en solitaire? Ben, pas trop. Et ça, c'est plutôt un petit groupe en général, hein, ou alors même parfois un groupe un peu plus important ces dernières années. Ça dépend des fois, en fait. Et donc, je me dis, finalement, c'est beau aussi de tenter sa chance, plutôt d'emmener un sprint, parce qu'en fait, on prend un peu plus de risques. On prend plus de risques au sprint qu'on en prendrait
sur par exemple, vous imaginez des offensives ici un peu croisées entre, un petit peu l'image ce que je fais là en fait, voilà. Asgreen qui part avec Van Avermaet et Van Mark, et si ça relaye, ça peut aller au bout. Il suffit que derrière ça roule pas, vous voyez. Mais le problème, c'est qu'ici, par exemple, on a Van Mark qui ne collabore pas, et donc à partir de là, c'est mort dans l'œuf la tentative. On peut retenter quelque chose, mais on se retrouve là encore avec trop d'équipiers encore présents derrière. En fait, c'est ça. C'est éliminer les équipiers si on veut une victoire un peu de prestige en solitaire. Sinon, il y a ça. Il y a un déclenchement à peu près vers ici. Voilà, 2 km. Sénéchal pour Ballerini. Alors, sur Gand-Wevelgem, voilà, ici Van Aert qui revient quand même pas mal. Et Peter Sagan également. Hein, donc le jeu avait bien cerné quels pouvaient être les favoris de cette course. Très très forte accélération. Hein. Van Aert est capable de reprendre comme ça, là où d'autres ne reprennent jamais à ce point-là votre sprinter. Hein. Mais donc, on a fait aboutir le projet. L'attaque d'Asgreen était un leurre. Derrière, on se préparait pour pouvoir contrer avec Ballerini lancé par Sénéchal. Voilà, clap de fin des courses pour cet épisode-là. Je vous dis à un de ces jours, tout simplement, pour la suite de cette partie. Irai-je jusqu'au Tour de France? Je ne promets plus rien maintenant. J'ai compris que la vie était pleine de surprises et que on n'arrive jamais à faire exactement ce qu'on veut, en fait. Et comme je suis complètement saoulé par le fait de ne jamais arriver à faire tout ce que je souhaite faire dans une journée, je cesse de m'engager sur ceci ou cela parce que je m'aperçois que je me retrouve après à dire quelque chose et à ne pas le faire. Et ça me saoule profondément. Je vous salue tous. J'espère que vous portez tous très très bien et vous frissonnez déjà de la sortie prochaine du prochain PCM. Pour ma part, j'ai pas le temps de frissonner, j'ai juste le temps d'essayer de faire ce que je peux au quotidien. À plus, bye bye.